Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Alain Cailleux. Alain, c'est vraiment quelqu'un de fascinant, de passionnant que je reçois aujourd'hui. Je suis vraiment très content de l'avoir reçu après suivre ses aventures pendant des années. Je suis très content d'avoir pu échanger avec lui. Il est aventurier, explorateur, il parcourt le monde en tongs de façon minimaliste la plupart du temps, et c'est quelqu'un qui est passionné par les gens. Il adore la rencontre, il adore partager ses aventures, et vous allez découvrir son mode de vie dans ce nouveau podcast, et vous allez découvrir aussi pourquoi est-ce qu'il le fait, comment il le fait. Il vous donne tous ses meilleurs conseils pour pouvoir vous aussi vous lancer, et franchement ça donne vraiment envie. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Alain Cailleux pour l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de ce que j'appelle moi les phénomènes du trail ou de la course d'endurance ou de l'aventure. Je suis en compagnie de quelqu'un que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il fait. Voilà, je commence déjà très fort dans l'enregistrement. Comment vas-tu, Alain ? Eh ben écoute, ça va très bien François, et puis avec un début pareil, c'est hyper flatteur. Merci merci de m'accueillir dans ton émission. Eh ben avec très grand plaisir, vraiment. Alors Alain, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Eh bien écoute, je m'appelle Alain Cailleux, j'ai 43 ans, je suis père de 3 enfants, je suis originaire du Pays Basque. Je suis un ex-ingénieur qui est devenu explorateur aventurier depuis bientôt 5 ans. Et voilà, aujourd'hui je t'appelle depuis le Pays Basque, depuis Bidart, un petit village sur la côte basque. J'ai la chance de continuer à voyager beaucoup, donc je passe la moitié de mon temps au Brésil et l'autre moitié au Pays Basque ou en voyage. Voilà un peu qui je suis. Et moi, je serais curieux de savoir qui tu es, toi, François, aussi. En Alors, quelques mots. écoute, avec grand plaisir, je vais me présenter aussi, si jamais il y en a parmi nous parmi ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas aussi. Eh bien, je m'appelle François, je suis breton, trailer depuis 7 ans maintenant. Ça passe vite le Ouais. temps, hein. Et puis, plutôt passionné d'ultra trail, et maintenant un petit peu de vélo aussi. J'ai 33 ans, 2 enfants, dans une maison qui est très charmante. Avec ma femme, qu'on a acheté il y a 6 ans, tu vois. Donc, on est très heureux là où on est. Et puis, moi, je fais du podcast depuis maintenant le début septembre à plein temps, avec ce D'accord. podcast l'Instant Outdoor. Voilà. Oh, super. T'es où en Ouais. Bretagne exactement? J'habite à Quimper. Quimper, Ouais. d'accord. Je sais Bah, pas si tu as eu déjà l'occasion d'y passer. C'est je une suis déjà ville passé très à charmante. Quimper, j'ai déjà acheté des galettes à Quimper. J'ai vécu 3 ans à Rennes. Donc D'accord, j'ai eu une ok. période de ma vie en Bretagne. Ouais, une très belle région. C'est pas mal. Ouais, Par ouais. contre, niveau trail, niveau dénivelé, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un peu compliqué au niveau dénivelé consécutif. Par contre, on a de très bons trailers qui arrivent à Ouais, performer en montagne, ouais. tu vois. Donc, il n'y a pas toujours besoin d'avoir de très grandes montagnes pour être bon en montagne, la preuve. On peut naître en Bretagne et être un vrai trailer. Mhm. C'est vrai. Exactement. Eh ben, super. Alors, Alain, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette transition que tu as eue, ingénieur, aventurier. Pourquoi avoir fait le choix de quitter ton travail et puis de te Alors, lancer à plein temps dans l'aventure? Alors ça a été une transition progressive, là, je l'ai expliqué comme une transition brutale, en réalité ça a été assez progressif. J'ai eu la chance d'avoir une première rupture avec mon monde classique du monde d'ingénieur, après 15 ans de carrière chez PSA, Peugeot Citroën, donc, en France, à l'étranger, j'avais bossé en Bretagne, à Rennes, j'avais bossé à Madrid 1 an, j'avais bossé en Slovaquie 3 ans, à Bratislava, j'ai bossé à Vigo en Espagne pendant 5 ans, et puis j'avais terminé par 4 ans au Brésil à Rio. J'ai eu la chance de prendre un premier congé longue durée de 2 années, pendant lesquels je me suis pris un petit sac à dos globalement et je suis parti avec mes tongs, une paire de tennis, partir découvrir le monde. Euh, et mon problème majeur, c'est que j'y ai pris un goût monstrueux, c'est que je suis parti de manière très minimaliste, partir explorer des pays, prendre un vol sec vers l'Asie, vers l'Inde, vers l'Afrique, et puis traverser un ensemble de pays par voie terrestre avec le moins de dépenses possible, et puis en marchant, en courant ou en pédalant le plus possible. Après 2 ans, j'étais revenu brièvement dans le monde assez conventionnel. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais très envie de repartir. Donc ça fait là maintenant quasiment 5 ans, 6 ans que je continue à explorer les pays. J'en suis à plus de 85 ou 90 pays, explorer avec mes petites tongs, mes petites tennis, mes petites jambes. Je pars à la rencontre des habitants, des paysages, des merveilles de chaque culture, de chaque région. Et puis j'ai l'intention que ça dure le plus longtemps possible parce que j'y ai pris un goût monstrueux. Le trail
dans ce cadre-là, est un excellent outil pour découvrir tous les endroits où je vais. Dans la plupart des endroits où je dors le soir, le matin, je me lève très tôt le matin et je cherche la petite montagne du coin pour aller voir le lever de soleil. Et finalement, ça transforme complètement ma façon de voyager. C'est-à-dire que grâce au trail, j'explore un monde complètement différent de ce que voient les touristes habituels. Ça fait maintenant des années que j'ai l'impression de voir les pays avec un œil particulier grâce à cette pratique un peu spéciale que j'ai du trail matinal. Mmh. Ah, c'est Voilà. vrai que tu partages souvent des vidéos sur ta page Facebook, enfin sur ton compte Facebook, de magnifiques levées de soleil. Mhm. J'aimerais que tu nous précises, qu'est-ce qui t'anime dans ce voyage-là? Parce que tu sais, des gens qui ont envie de tout plaquer et puis de partir, il y en a des tonnes. Ouais. Maintenant les gens qui passent vraiment à l'action, il y en a très peu. Qu'est-ce qui toi t'a animé? Qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'action? Alors, ma motivation principale, ça a été une envie en moi de découvrir le monde avant que ma vie se termine. C'est très simple, c'est que il y a un moment de ma vie où j'ai perçu que ma durée de vie, mon temps mon temps de vie sur cette terre était limité, que chaque instant comptait. Alors ça paraît une évidence, mais en réalité, quand on prend conscience réellement de cet aspect-là, on se demande chaque jour, qu'est-ce que tu ferais si demain tu devais mourir? Eh ben, alors, on ne se demande pas tous les jours, mais c'est une façon de penser qui accélère un peu les choses et qui change complètement la perception qu'on a des priorités. Donc, ça a été. Alors, mon déclencheur a été certainement un divorce dans lequel j'ai subi un divorce. Et depuis, je me suis dit que j'allais plus subir. Donc, je ne subis plus. Je suis devenu maître de mon destin, de mes journées, de mes décisions. J'assume des conséquences. C'est pas évident. Je pense que la plupart des gens ont effectivement beaucoup de freins à ce changement. Alors, je vais pas dire que je les ai tous sautés de moi-même. Il y a peut-être eu des opportunités, j'ai eu des chances. Bon, j'ai eu la chance déjà d'avoir la possibilité de le faire. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai l'impression que je suis surtout quelqu'un de très courageux par rapport à mes choix. C'est-à-dire que je les assume en rupture avec beaucoup de ce que attendent mes proches. Et jusqu'à maintenant, j'ai aucun regret, même si les conséquences sont parfois un peu plus compliquées à assumer. J'ai la chance de ne pas regretter. C'est-à-dire que si je devais mourir demain, si je devais, eh ben, j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai l'intention de continuer. Alors François, j'ai peut-être l'intention de te convaincre, hein, de tout plaquer, même ton petit chez-toi breton. Enfin, chacun a des rêves différents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, les miens, j'ai l'impression de les vivre profondément. Alors je les partage, ça fait rêver certains. Et je pense que certains des personnes qui me suivent ont sauté le pas aussi. C'est-à-dire que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je suis un père de 3 enfants. J'avais une situation relativement classique. Je suis pas né milliardaire, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé des solutions pour réussir à me libérer du temps et pour en faire quelque chose de différent. Alors, chacun a ses passions. Ma passion à moi, c'est de découvrir le monde, d'aller à la rencontre des gens, des paysages, des montagnes, des océans, et de le partager. J'avoue que tout ça, c'est un ensemble qui me correspond assez bien. Découvrir et partager. Donc tant que je pourrais le faire, j'ai l'impression de m'épanouir personnellement et puis d'aider certaines personnes à peut-être aussi à s'ouvrir au monde de manière positive, de manière optimiste, et peut-être même à se lancer. Voilà. Mmh. Alors c'est marrant ce que tu dis sur le partage parce que j'ai échangé avec Rémi Camus. Je sais pas si tu connais Rémi Camus? C'est quelqu'un qui a traversé, l'Australie, donc les 5 400 kilomètres en courant. Il a Uh-huh. aussi fait le Tour de France à la nage. Enfin, tu vois, Ouais, un sacré aventurier aussi ouais, un beau et CV. voilà et il disait que, dans la préparation comme ça d'une aventure, il y avait toujours 3 phases. Donc la préparation enfin dans une aventure, il y a toujours 3 phases. La préparation, le moment où tu fais ton aventure et le fait aussi de le raconter, de le partager. Alors Mhm. même si, tu le racontes que à ta femme, que à ta mère, que à ton fils, tu le partages toujours à quelqu'un, même un tout petit peu et toi tu es vraiment dans cet esprit-là, aussi? Ah ouais, 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 complètement, complètement. Alors sur la partie de partage, moi j'avoue que alors je partage surtout en temps réel quasiment. C'est-à-dire j'essaie de alors, mon partage est un peu différent des partages habituels, parce que alors, tu verras, je partage à la fois mes points positifs et puis à la fois mes galères. C'est quand je galère, quand j'ai du mal, quand j'abandonne, quand je suis blessé, quand je suis perdu, quand je trouve pas la solution, quand ma femme n'est pas d'accord avec le fait que je parte. Enfin, je partage les vraies difficultés qu'on a quand on devient aventurier et quand voilà, tout est pas rose, et c'est vrai que le partage fait partie de l'aventure. C'est que ça permet aussi de verbaliser ce qu'on a vu, et puis de laisser une trace quand même, parce que en vivant dans le présent, on voit plein de choses. Moi, mes yeux se remplissent de choses que je vois et que je vis.
mais je prends du plaisir à le partager, je prends du plaisir à sentir dans les yeux des gens à qui je parle de l'éveillement, c'est-à-dire une vision différente des pays dans lesquels tu peux aller. Là, je me suis fait, là, dernier mois, je me suis fait 3 petits pays là. Je me suis fait juste l'Égypte, Jordanie, Maroc. Et ben Égypte, Jordanie, c'est encore des pays dans lesquels les gens avaient plein de préjugés. Et j'ai l'impression d'avoir un peu fait tomber ces préjugés en montrant des pays qui sont plutôt faciles à explorer en mode backpacker, en mode sac à dos, rempli de possibilités sportives, de traverser le désert, d'exploration d'endroits qui paraissent hyper touristiques et qui finalement on peut les explorer de manière assez sportive, tu vois, les pyramides, Abu Simbel, etc. sont des choses qui je pensais pas, mais finalement il y a encore plein de solutions, surtout en ce moment pour avoir ce genre d'endroit uniquement pour soi. J'ai exploré Petra en Jordanie, qui est une des merveilles du monde. En mode sportif, c'est pareil, c'est un endroit qui est en théorie hyper touristique, mais au final, quand on est trailer ou quand on est sportif, on explore ça. J'ai eu ça pour moi tout seul pendant quasiment une journée complète à faire le tour de tous les temples de Petra. Et c'est des moments qui sont inimaginables. Alors, même pour moi, je me sens dans le commun des mortels. Je me dis, pour vivre ça, il n'y a pas le choix. Il faut s'engager, il faut partir, il faut faire le premier pas du départ, et il faut aussi s'engager sur la voie du minimalisme. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, la façon avec laquelle je découvre les endroits est quand même bien différente de la façon habituelle des gens qui prennent des tours opérateurs, des grosses valises pour les accompagner. C'est vrai que c'est pas pour donner des leçons, tout est bon, c'est-à-dire qu'on peut partir, c'est toujours bien, mais je pense qu'on est sur un canal de trail de gens qui sont habitués à se déplacer assez vite avec un petit sac. Et ben profitez-en, c'est une compétence qui est inimaginable dans le monde de l'exploration. Ça rend les choses beaucoup plus fluides et ludiques dès qu'on part à la rencontre des populations qui sont un peu écartées des endroits touristiques. Alors, il suffit de faire 10-15 bornes, ce qui n'est pas monstrueux pour un ultra-trailer. Et ben on se retrouve dans des endroits qui sont complètement magiques, avec des rencontres de gens qui t'invitent à boire le thé, qui t'accueillent chez eux comme dans leur propre famille. Et c'est ce genre de choses dont je me lasse pas de le vivre, je me lasse pas de le partager, parce qu'à chaque fois, c'est la même remarque que je me fais. Je me dis, première chose, si j'étais pas parti, si j'avais pas pris ce premier vol pour partir quelque part, j'aurais jamais vécu ça. Et puis deuxième chose, on est plein de préjugés à chaque fois. On pense que le monde est plutôt agressif, que le monde musulman, par exemple, dans ce cas-là, est plutôt terroriste, etc. Et puis quand on va se confronter réellement à la réalité, on s'aperçoit que le monde est adorable, accueillant, d'une gentillesse inouïe. Et puis voilà, on a envie d'en remanger, quoi. Hmm. Alors c'est vrai que ça fait envie hein, quand on regarde comme ça. Je trouve ça admirable aussi de partager les moments de galère. J'ai un ami qui avait tout quitté, tu vois, il était pompier, il avait vendu sa maison, il était parti avec sa femme et ses enfants faire un tour du monde pendant 1 an, c'était le projet. Mhm. Comme beaucoup souhaitent le faire aussi. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait choqué, parce que je m'y attendais pas du tout. Il m'avait dit au bout de 6 mois, bah, j'en avais un peu marre de voir des choses que j'avais l'habitude de voir en carte postale tout le temps. Tu vois, quand t'as vu les chutes du Niagara, je sais pas, la statue de la liberté, enfin que des trucs que tu vois d'habitude que en Mhm. photo ou à la télé. Toi, t'as jamais eu cette lassitude? Alors, pour l'instant, j'ai aucune lassitude de découvrir des choses nouvelles, en fin de compte. J'avais une connaissance assez faible, encyclopédique du monde, si tu veux. J'étais pas ni un géographe, ni un expert du monde en mode théorique. Je suis devenu un expert du monde en mode pratique, c'est-à-dire que j'en suis à plus de 80, 85 pays, explorer un peu de part en part, souvent traverser. Et effectivement, ce que j'en tire, c'est pas plus que les cartes postales, en fin de compte, c'est surtout les trajets que j'ai pu faire à la rencontre. Sur le chemin, tu retiens des rencontres fabuleuses et c'est pas les objectifs donc on se donne sont souvent liés aux cartes postales. C'est vrai que tu te dis, écoute, quand je traverse un pays, je vais prendre les trois quatre trucs immanquables et puis je vais y passer. Mais ce qui nous reste, c'est des rencontres sur le chemin au final qui vont marquer ton âme. J'ai eu la chance de voyager pas mal en famille aussi, c'est-à-dire que j'ai emmené ma femme et mon bébé, le petit dernier là qui a 4 ans là que je travaillais beaucoup en sac à dos sur mes épaules. Il a déjà 25 pays parcourus à 4 ans à 4 ans de vie. Alors, il n'y aura pas beaucoup de souvenirs, mais il a, il a contribué au voyage. Et finalement, je crois que mon émerveillement, il est à la fois dans ce que moi je vois et aussi dans l'émerveillement que je peux voir de mes proches, alors que ce soit mes enfants, que ce soit ma femme, quand je les vois ouvrir le monde vers des pays un peu spéciaux, la Birmanie, le Népal, etc., et qu'on voit que c'était un monde dans lequel ils n'avaient pas de notion et que finalement ils y prennent goût. Et ben j'ai l'impression de voyager avec eux aussi. Donc non, je me lasse pas. Je me lasse pas. Alors, moi de mon côté, pour l'instant, je n'ai aucune lassitude.
Et le jour où je me lasserai, bah, je changerai d'activité. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai aucune lassitude, même si l'exploration en continu, c'est pas de tout repos. Et je peux comprendre un peu ton ami là qui, au bout de 6 mois en famille, c'est possible. Oui, c'est possible. Il y a peut-être des moments, il y a peut-être des moments où on se fatigue tout seul. Mais de mon côté, écoute, je me ressource ponctuellement au Pays Basque, au Brésil, et je repars avec une énergie décuplée. Hmm. Bah, et tu as une attache au Brésil? Alors, j'ai l'attache au Brésil. Ma femme est. Alors bon, j'ai vécu 5 ans au Brésil. Ma femme est brésilienne de Rio. Donc, oui, oui, donc je suis devenu un expert de Rio de Janeiro, du Brésil en général, mais de Rio en particulier. Quand on y est, on est chez mes beaux-parents, souvent qui sont à 10 kilomètres du centre de Rio. Donc, ouais, ouais, j'ai la chance d'avoir une vraie attache avec Rio de Janeiro. Je sais pas si tu as déjà été, mais si Jamais. tu n'as jamais été, écoute, n'hésite pas à me solliciter. En toute modestie, je suis le meilleur guide de Rio de Janeiro. Je connais les montagnes comme ma poche, les montagnes, les sommets, les îles. Enfin, c'est un paradis sur Terre qui est assez peu connu. Les gens parlent beaucoup de Chamonix comme paradis du trail, etc. Rio de Janeiro est un paradis du trail, réellement, avec une alternance de montagnes, de jungles, de plages. Tous ceux qui ont eu la chance de découvrir avec moi me disent ah oui d'accord, j'avais pas cette vision-là de Rio, et Rio effectivement est connu mondialement pour une capitale de la grimpe en termes d'alpinisme et d'escalade, mais pour le trail c'est moins connu, et pourtant c'est un endroit à voir, à revoir, à explorer dans tous les sens. Hmm. Ah, bah, tu le vends bien en tout cas. Ah, je l'en bien, j'y crois, mais je le vis. Non, mais c'est vrai que enfin, ça fait envie, encore une fois, hein, de toutes ces aventures, tous ces paysages. Personnellement, j'aurais du mal en fait avec le fait de partir seul, sans ma famille. Je pense qu'au Mhm. bout d'un moment, en fait, il me manquerait trop et que je prendrais plus plaisir. Tu vois, là, au moment où on enregistre, demain, je pars à La Réunion Ouais. et, je pars pour 10 jours. Et bah, je sais qu'ils vont me manquer au bout d'un moment, quoi. Et ce serait ça, en fait, le plus gros problème que j'aurais dans l'exploration comme ça. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu arrives à... Parce que j'imagine que ta famille te manque forcément. Et oui, comme Comment est-ce toi, que ouais. c'est quelque chose que tu arrives à passer ou à surmonter? Alors c'est pas, bon, j'ai pas toutes les réponses au sujet. C'est évident que la famille me manque terriblement. Dans l'idéal, mon monde idéal, mon façon d'explorer idéal, c'est de le faire en famille, sportivement, avec mes enfants avec moi, et mon bébé sur le dos, etc. L'idéal, parfois, est confronté à des réalités. J'ai un enfant qui a 4 ans, qui va en maternelle, et ma femme ne partage pas forcément toujours mes envies d'exploration en famille. Donc, il y a des moments où il y a des compromis à faire. Écoute, donc je continue à partir. Je réussis à tenir un mois et demi, jusqu'à 2 mois parfois, seul, avec des vrais manques par rapport à mes enfants et ma famille, mais écoute, j'ai appris à vivre avec. J'ai appris que c'est vrai que parfois, pour vivre ses rêves, il faut faire des sacrifices. Alors après ta façon de le faire, par exemple, là, 10 jours à La Réunion, c'est vrai que c'est bien. Tu vas sentir le manque, et tu vas vivre ton aventure. T'es engagé sur quelle course? Sur la diagonale? Non, j'accompagne le Team Bretagne Ultra Trail sur justement le Grand Raid, mais je le fais pas moi-même. Tu vas faire des petits bouts quand même, non? Je vais les suivre un petit peu, ouais. Tu l'as déjà fait ou pas, cette diagonale? Jamais. Donc c'est un vrai rêve. Mon père a vécu à l'île Maurice en tant que marin et il m'a parlé Ouais, beaucoup ouais. de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, et que c'est vraiment un coin qui me fascine depuis tout gamin et j'ai encore jamais allé. C'est la première fois que tu y vas. Écoute, Mm. écoute, tu vas te régaler. J'ai la chance d'y avoir été 3 fois déjà. J'ai fait la Diagonale des Fous en 2017. J'avais été Mhm. finisher. Et j'avais fait le Trail des Bourbons en 2018, je crois. J'avais fait une belle perf. Mais c'est une des rares îles, c'est un des rares endroits au monde où je me lasse pas, par exemple, d'y aller. Donc je pense que ça va être une belle expérience pour toi. Tu vas te régaler là. Et tu vas enchaîner avec Maurice ou pas pour le coup? Si ton père était marin à Maurice, c'est à côté, hein? Ouais, C'est à 1 heure de vol, hein? c'est ça. Non, non, non. Je pars là-bas, je reviens chez moi, et je me ressource en famille. Ça marche, ça marche, ça va. Après, dans l'idéal, c'est vrai que si tu avais pu emmener ta famille à La Réunion, ils auraient adoré aussi, hein. C'est une île qui est un bon compromis entre l'aventure et puis les séjours familiaux qui sont très agréables aussi. Non, c'est bien, tu vas te régaler. Bah, tu vois, j'ai une femme qui est pas très très aventurière, Ouais, voyageuse, du moins pas ouais, de cette façon-là. Et je lui ouais. avais proposé, comme on a eu une petite qui a 4 mois et demi maintenant, je lui avais proposé, écoute, pendant ton congé mater, est-ce que ça te dirait pas qu'on aille habiter pendant 6 mois ailleurs? Bon, Ouais. elle n'avait pas été fan de l'idée. Bon, écoute, non, après chacun a ses aspirations. Bon, là, la Réunion, je pense qu'elle va en prendre, au niveau des photos que tu vas lui envoyer, elle va halluciner, hein. C'est une île qui est, elle est, ouais,
Elle est enchantée cette île, c'est une île enchantée. J'ai la chance d'avoir exploré Maurice aussi, donc l'île où ton père était marin, là, c'est pareil, hein. Ouais. Maurice, enfin, c'est pas que ce qu'on en voit dans les hôtels 5 étoiles. J'avais fait l'exploration de une petite semaine, je crois, et surtout dans les terres. J'avais évité la côte avec tous les hôtels, tous les complexes hôteliers de haut niveau. Et j'avais dormi chez l'habitant. J'étais dans les montagnes. Il y a des montagnes, il y a des petits sommets, il y a des choses à faire. C'est surprenant, surprenant, Maurice. Il y a plein de choses à voir. Il y a le Morne, qui est une montagne magnifique face à la mer, au-dessus du lagon, qui est exceptionnel, qui se monte assez bien. Ah, ouais, ouais, non, et puis, là, la Réunion, tu vas voir, ouais. En 10 jours, tu vas en prendre plein les yeux. Je suis très content que la Diagonale des Fous reprenne cette année. Ça va être une très belle fête, encore une fois. Alors, j'y serai pas. Bon, écoute, ça sera... T'as déjà fait des ultras, François, ou pas encore? Oui, moi j'ai fait le Grand Raid des Pyrénées, les 120 km. Ouais, J'étais sur la TDS cette année, donc, ouais. qui a été arrêtée pour les raisons que tu connais sûrement. Ah oui, 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 l'accident, la mort et l'arrêt de la Voilà, course, ouais. exactement. Donc j'ai pas pu passer, donc j'ai pas pu terminer. Et puis Mhm. des petites aventures, des aventurettes, comme je les appelle, où on part, tu vois, par exemple, j'ai fait le GR20 en 3 jours. Le GR20 en 3 jours. Mm. Ah oui, 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 c'est une très belle aventure, hein. Moi, Voilà. j'ai fait de mon mieux, je crois que j'ai mis 6 jours, hein. J'ai fait de mon mieux, hein. Non, 3 jours, vous n'avez pas beaucoup dormi, là. Non, on n'a pas beaucoup dormi. L'inconvénient de cette pratique, c'est que tu passes, voilà, tu passes pas mal de temps sur les sentiers de nuit. Ah ouais. Alors moi, j'aime bien la nuit, ça apporte d'autres choses, d'autres sensations. Tu vois, je me rappelle d'un moment où j'étais dans le dur, 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 avant d'arriver au refuge de, mince, mais j'ai plus le nom, bref. Ouais. Et je lève la tête, et là, une étoile filante avec un ciel étoilé magnifique. Et là, tu repenses à toutes les raisons pour lesquelles tu es là, et Uh-huh. ça te booste, quoi. J'aime beaucoup la nuit aussi, mais du coup, tu vois moins les paysages. Ouais, 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 tu vois les paysages, ouais, non, c'est, ah bah, faudra refaire le GR20 en famille pour le coup, en famille Ouais, ou c'est ce deux que j'ai jours. dit, ouais. La prochaine fois, c'est en famille, et Ouais, non, ce GR20, ouais, il est beau, hein, c'est exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Alors Alain, voilà, j'ai vu dans ton actualité là récente que tu avais fait le marathon des sables. Pourquoi avoir été sur cette course? Alors ça, c'était un de mes rêves. En gros, dans le monde du trail, j'avais dans ma tête alors, j'ai quelques rêves qui étaient toujours été dans ma tête. J'avais donc la Diagonale des Fous que j'ai réalisé. J'avais le GR20 qui était un parcours de trail qui m'a tiré depuis longtemps. Alors, je voulais faire l'UTMB à une époque. J'ai l'impression d'avoir fait en partie en faisant le tour du Mont Blanc en 4 jours. Pareil, là, je l'ai fait en mode trail itinérant. Donc j'ai l'impression d'avoir compris ce truc-là. Et puis j'avais le marathon des sables qui m'a tiré depuis très longtemps fortement. Donc je m'y suis inscrit il y a plus de 2 ans maintenant. Parce que c'est une épreuve qui a été reportée en période de Covid pendant un bout de temps jusqu'à atterrir là, en octobre 2021. Ça a été enfin la réalisation d'un rêve. Donc là, je l'ai pas manqué ce coup-ci, et j'ai été participer à cette épreuve à ma façon. Alors, encore une fois, j'ai pas été exactement dans les standards habituels des participants du marathon des sables. Alors, j'ai une façon de voyager qui est minimaliste. J'étais à l'époque, il y a un mois, depuis un mois, j'étais en exploration en Égypte et en Jordanie. J'ai rejoint le Maroc avec mon sac de voyage, mon petit sac de couchage dans le sac à dos. Pour ceux qui connaissent le marathon des sables, c'est une épreuve où on va être en autonomie pendant 7 jours. Donc la règle de base, c'est d'abord de trouver son matériel obligatoire, et la nourriture lyophilisée pour pouvoir tenir les 7 jours d'affilée en autonomie complète calorique. Donc il nous faut 2000 kilocalories par jour, donc ça fait 14 000 kilocalories à présenter dans son sac. En arrivant au campement, évidemment, je n'avais rien. Donc je suis directement rentré dans le vif du sujet. J'ai dû traiter le plus gros des problèmes, qui était de trouver de la nourriture pour pouvoir partir 7 jours. Alors j'étais confiant parce que l'organisation m'avait prévenu quand même qu'il y aurait moyen d'acheter sur place. Et puis là, encore une fois, j'ai été surpris. J'ai découvert que il y avait une autre option, c'était que la plupart des participants venaient avec des grosses valises et emmenaient sur le point de départ du marathon des sables plus de 20% ou 30% de plus de nourriture qu'ils auraient besoin pour les 7 jours. Donc j'ai découvert qu'ils étaient, par leur générosité, ils m'ont tous refilé rapidement des sacs remplis de nourriture, et j'ai réussi au bout d'une dizaine d'heures de recherche à créer mes 7 petits sacs de nourriture pour faire les 7 journées dans le désert en autonomie. Donc ça a encore été une surprise pour moi. C'est pas, je conseille à personne de le faire comme ça, évidemment, hein, mais sachez qu'il y a souvent des réponses sur le chemin pour les gens qui sont un peu alternatifs.
y a des choses qui se passent qui sont quasiment miraculeuses, mais voilà, donc j'ai fait mon kit de nourriture lyophilisée pour 7 jours. Et puis ma deuxième spécialité sur la partie marathon des sables, c'est que je m'étais dit, ça fait un bout de temps que je me promène en tongs. Tu as dû voir que souvent je Hmm. fais des sommets, je fais des GR10, je fais des bouts de sentiers en tongs. J'aime beaucoup le sentiment de liberté, d'alterner entre les tongs et le pied nu. Et puis là, je me suis dit, écoute, dans mon rêve à moi, le marathon des sables, c'est des dunes, du sable, machin, etc. Ça me paraît pas mal avec le pied nu. Et la meilleure façon de faire du pied nu, c'est d'avoir des tongs pour des moments difficiles en tongs et des moments plus faciles et plus roulants dans le sable pieds nus. Donc je me suis lancé le défi personnel de faire les 235 km du marathon des sables en tongs. Donc je suis toujours avec des tongs classiques, hein, c'est pas des tongs techniques, c'est des tongs Havaianas qui coûtent 3 euros au Brésil, euh, qui me permettent de parcourir aujourd'hui de grandes distances. Et cette épreuve du MDS était un peu un baptême du feu parce que j'avais déjà fait des longues traversées minimalistes. J'étais déjà monté à 50-55 km de distance en tongs et pieds nus. Là, l'étape longue du marathon des sables qui a lieu le cinquième jour fait 82 km. Donc pour moi, c'était une vraie inconnue. Et ben écoute, ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à terminer cette épreuve sans blessure grave. Et donc j'ai été parmi alors je crois qu'on était 300 finishers sur les 650 au départ du marathon des sables. Et j'ai même fini, je crois, dans le premier quart en termes de classement. Donc, c'est surprenant, mais voilà, on peut faire le marathon des sables en tongs, à condition de se préparer un petit peu. Et ça m'a offert des moments de liberté absolue au cœur des dunes. J'ai un peu enfin, c'est un peu l'image que j'avais des rêves que je me faisais. Alors mes rêves étaient souvent courir dans le sable au lever ou au coucher du soleil. C'était bien ça mes rêves. La réalité était un peu différente. J'avoue qu'entre 10 heures et 17 heures, le sable était brûlant, 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 brûlant. C'était extrêmement difficile de rester pieds nus. Donc voilà, j'ai beaucoup mis mes tongs. J'ai moins fait de pieds nus que ce que je pensais. Hmm. Et alors, comment est-ce que les podologues qui sont sur le parcours et les autres participants ont pris ta pratique de courir en tongs et pieds nus au début et est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des jours? Alors ouais, ouais, alors la bonne nouvelle, c'est que ça a évolué, parce qu'au début, je t'avoue qu'on m'a réellement pris pour un fou, hein, que ce soit. Alors, l'organisation ne m'a jamais interdit de le faire. C'est-à-dire, j'avais annoncé à l'avance que je comptais le faire en tongs. L'organisation n'impose pas de chaussures particulières pour le marathon des sables. Ils imposent du matériel obligatoire, ils imposent un miroir, ils imposent un aspi-venin, ils imposent une boussole, ils imposent toute une série d'éléments qui sont logiques en vue de la situation extrême que nous allons traverser. Mais pour la partie chaussures, ils sont relativement tolérants. Euh, la partie médicale a été, au début, ils étaient sûrement dans le doute. Puis à chaque fin d'épreuve, je me présentais au médical pour aller voir les podologues, les médecins, et je leur présentais mes pieds. Écoute, les 4 premiers jours, je n'ai eu aucune ampoule, aucune, rien à déplorer, même pas un échauffement, etc. C'était des épreuves qui étaient entre 35 et 40 km. À côté de moi, j'avais des gens qui souffraient de matière avec des ampoules de partout liées à leurs chaussures. Je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un petit virage. C'est-à-dire que les gens commencent à se dire, bah, ouais, écoute, ce minimalisme, mine de rien, alors il va pas très vite, hein, mais il se blesse pas. Et je me suis pas blessé, je fais très attention, j'avais pas de blessure ni à la pointe des pieds, ni d'ampoule, ni sous les pieds, comparé à des gens qui étaient chaussés, qui étaient extrêmement blessés, avec la chaleur qui était plus de 58 degrés en température perçue, là. Les gens avaient des pieds qui gonflaient et qui avaient des ampoules assez moches à voir. J'étais plutôt crédible pour le coup. Après 3-4 jours, je pense que les gens ont commencé à croire que je pourrais arriver au bout de mon défi, même si au début c'était pas évident du tout. On m'a vraiment pris pour un mec cinglé, comme souvent, hein. Mais écoute, à ma grande surprise aussi, les étapes se sont très bien passées et j'arrivais au bout de chaque étape de manière saine. C'est que mes pieds étaient en très très bon état pour poursuivre le lendemain d'étape en étape. Hmm. Donc finalement, ce qui a été le plus dur pour toi et puis même pour l'ensemble des participants, ça a été la chaleur sur cette édition, si j'ai bien compris. Ah ouais, ouais, c'était une édition particulière. Alors, c'est l'édition manifestement la plus difficile qu'on ait jamais vue du Marathon des Sables. C'était la 35e. Il y a eu plus de 50% d'abandon, alors que le chiffre habituel est de 95% de finishers, c'est-à-dire moins de 5% d'abandon sur le Marathon des Sables. C'est un ultra,
Mais là, ce coup-ci, il y a eu une hécatombe. Alors, une hécatombe, non seulement de l'abandon, il y a eu également un mort lors du deuxième jour dans le désert de Merzouga, une attaque cardiaque à un Français, donc qui est toujours une nouvelle émouvante quand on est trailer, quand on est ultra trailer, quand on aime les aventures un peu extrêmes, c'est vrai qu'on eh ben, c'est pas qu'on l'oublie, mais on évolue dans des milieux qui sont réellement agressifs, dangereux, etc. Et le fait de mourir dans le trail, ça arrive. Toi, tu l'as vécu sur le TDS dans les Alpes. Écoute, là, ça n'a pas été un accident, ça a été une crise cardiaque. Clairement, alors, clairement, c'est une situation vraiment extrême parce que au niveau médical, il faut imaginer la structure qu'a le Marathon des Sables, c'est du jamais vu. Hein. C'est-à-dire que c'est 2 hélicoptères, une quarantaine de 4x4, une trentaine de médecins, podologues, infirmiers, etc. Il y a une assistance qui est. On est tous équipés d'un GPS temps réel avec un bouton d'alerte SOS. Enfin, c'est difficile d'imaginer la sécurité dans laquelle on essaie de nous protéger, mais ça ne permet pas tout. C'est un milieu qui est extrêmement agressif, des températures de 58 degrés, des dunes, des hydratations à gérer en permanence, toujours boire de l'eau, prendre ses pastilles de sel. C'est quelque chose qui est vraiment particulier à une épreuve sportive dans le désert. Et j'avoue que cette mort, ces abandons ont été extrêmement. Ça a été difficile pour moi parce que c'est vrai que ça nous ramène un peu à la réalité. C'était un père de famille comme moi, et tu te dis, écoute, on fait des aventures qui sont quand même borderline. Alors, pas, dans ce cas-là, sincèrement, c'est pas possible de plus sécuriser un truc comme ça, mais ça reste une épreuve d'ultra trail dans le désert. Donc, dans un désert extrêmement chaud, il y a forcément un impact sur les corps. Et puis, voilà, il peut y avoir des accidents de ce type-là qui se produisent. Ça fait mal. Ça fait mal. Je pense que quand tu as vécu sur le TDS, ça t'a fait réfléchir aussi, je pense. Ouais, ça fait tout de suite particulier. En fait, ça arrive bien heureusement tellement rarement qu'en fait, on n'y pense pas. Maintenant, on évolue quand même parfois dans des milieux qui sont à risque, où tu te dis, bah là, si je rate mon coup, c'est fini, quoi. Donc oui, c'est important de mettre toute cette structure en place qui accompagne la sécurité. Et Patrick Bauer, que j'ai reçu dans le podcast, insistait bien là-dessus, disant que lui, une de ses priorités, c'était justement ça, la sécurité. Et c'est pour ça qu'il a pu déclencher donc un hélicoptère qui est venu sur place immédiatement avec un médecin. Mais voilà, ça malheureusement pas suffi. Maintenant, bon, c'est bien de souligner on évolue dans des milieux qui sont difficiles parfois. Et toi, du coup, tu penses que le fait de vadrouiller comme ça à travers le monde, c'est forcément un vrai plus. Et finalement, du coup, avoir toute cette structure-là autour de toi, bah, c'est un luxe. Ah ouais, ça a été un contraste par rapport à mes modes de déplacement habituels. Là, c'est vrai que j'alterne entre des explorations en solo avec quasiment aucune sécurité. La sécurité, c'est moi qui me la donne avec le peu de moyens que j'ai. Mais là, c'est vrai que pour le coup, j'ai été hyper assisté d'un point de vue médical. Ça a été des contraintes aussi, c'est-à-dire que quoi qu'on en dise, je suis devenu un aventurier minimaliste qui a du mal, qui a du mal, qui a plus de mal maintenant à rentrer dans des systèmes hyper cadrés. Alors le marathon des sables, t'as parlé avec Bauer, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très cadré, d'accord. Il faut arriver avec son certificat, son ECG, il faut, euh, il faut respecter les matériels obligatoires, il faut avoir le bon nombre de calories, et donc c'est quelque chose qui au début, effectivement, j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans, mais quand tu vois les conséquences, et quand tu vois les abandons, quand tu vois la mort, quand tu vois tout ce qui se passe dans ce désert, tu comprends tout à fait que quand tu mets, là, dans cette année, c'était 650 concurrents dans un désert aride comme celui-ci, il faut du cadrage, et je comprends très bien. Autant mes expositions en solo, je les assume, autant je comprends qu'à un niveau collectif, l'organisation de telles épreuves nécessite une grosse structure, des règles et un cadrage de ce type-là. Donc c'est pas incohérent, même si dans mon monde à moi, effectivement, c'est très différent. Tu as dû voir que je fais souvent des explorations en solo loin des trails officiels dans lesquels je m'engage courageusement. Euh, Effectivement, là, il y a peu de filets pour le coup, il y a peu de système d'alarme, il y a peu de système d'alerte, il y a peu de. Mais je me repose beaucoup sur des solutions que je pourrais trouver moi-même sur le chemin, quoi.
C'est Mike Horn qui dit que pour partir, il faut connaître 5% des réponses et que le reste vient en chemin. Ouais, ouais, mais c'est très Mm. très vrai, c'est très très vrai. Il y a même la plupart des questions que tu te poseras avant de partir, que tu te rends compte, elles ne servent à rien. C'est d'autres questions qu'il va falloir, il va falloir répondre à d'autres questions en cours de chemin. C'est que au-delà des réponses qui apparaissent, les questions apparaissent aussi. Et mais alors je suis intimement convaincu que si j'avais un conseil à donner à toute personne qui veut se lancer un peu à une aventure d'expédition, d'exploration en solo, la règle principale, c'est de se lancer. C'est de se lancer, c'est de faire le premier pas, c'est de trouver ses réponses. Trouver ses réponses. Alors, je sais pas, quand tu t'es lancé sur le GR20, par exemple, écoute, je sais pas si tu savais déjà où tu allais dormir, mais parfois, on sait pas où on va dormir le soir, mais il y a forcément des réponses. Tu as déjà vu sur le GR20, tous les 15-20 km, tu as un refuge. Donc il faut se lancer, il faut faire le premier pas, il faut prendre le premier vol, faut prendre le premier coup de pédale, il faut faire la première étape, en fin de compte. C'est pas en restant chez soi qu'on va se lancer à l'aventure, c'est surtout de faire le premier pas qui permet de débuter un cheminement. Donc, dans mon cas, la plupart du temps, ce que je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que je sais que je ne procrastine pas sur mon départ. Je sais que le plus important, c'est vraiment de partir. Donc, je fais un petit sac et au final, je regrette jamais. Je n'ai aucun regret de tous les départs que j'ai pu faire. Je suis revenu avec le plus grand des plaisirs, mais ce départ, il faut le prendre, il faut s'arracher. Il y a un moment, il faut s'arracher. Faut assumer que nos propres rêves sont pas forcément les rêves de tous ceux qui nous entourent. Il faut faire ce premier pas. Donc, alors, le Mike Horn, écoute, c'est clairement une de mes références. Il fait beaucoup de choses impressionnantes. Alors parfois, je me revendique le Mike Horn basque parce que quand je commence à faire une liste de ce que j'ai pu faire dans mes 90 pays, des traversées diverses et variées, traversées d'Amérique centrale, traversées de la Nouvelle-Zélande en vélo, enfin, j'ai pas mal de choses que Mike Horn il n'a pas fait, si tu veux. Alors effectivement, il Mm. fait des choses qui sont d'un autre niveau, que ce soit des choses au travers de l'Amazonie, au travers des glaces dans le nord, etc. C'est vraiment les sommets qui montent, qui sont à plus de 8000, etc. C'est un autre critère. Mais j'ai l'impression de partager la même volonté de découverte à mon niveau, c'est-à-dire que réellement, je meurs d'envie de découvrir un maximum de sommets. Alors mes sommets sont pas à 8000, hein, mais je pense que je commence à avoir une série de sommets à plus de 3000 qui commence à être raisonnable, un nombre de pays qui est raisonnable aussi, un nombre de parcours de GR et compagnie qui est raisonnable. Et oui, oui, je partage fortement ces idées. Il faut pas chercher. Enfin, on peut tout planifier, etc. Quand on a un temps limité, en général, c'est ce qu'on fait. Par exemple, quand tu vas à la Réunion 10 jours, souvent tu vas planifier un peu ton séjour, savoir où tu vas dormir, quel jour tu vas faire quoi, etc. Mais quand on part sur une expédition longue sur laquelle on n'a pas fixé une date de retour, et je conseille souvent de faire comme ça. C'est un mode d'exploration qui est différent. Ne prévoyez pas un billet retour, ne prévoyez pas votre retour. Et si vous avez la chance de pouvoir vous libérer du temps, vous avez 3 semaines de libre, et ben prenez-vous juste le billet aller, et puis commencez à explorer sans savoir d'où vous partirez. Vous inquiétez pas, il y aura plein de réponses en chemin. Vous aurez des réponses, vous aurez des solutions pour revenir, des solutions qui seront souvent pas chères, moins chères que si vous avez réservé à l'avance. Donc partez, 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 partez. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Faites-vous un petit sac et puis allez découvrir le monde. N'ayez pas peur. N'écoutez pas ce que les gens disent, surtout s'ils n'ont pas été dans l'endroit. Écoutez ceux qui y ont été, évidemment, mais n'écoutez pas les préjugés. Écoutez-les, mais ça reste des préjugés. D'accord? La vérité sur un endroit, vous l'aurez en allant voir de vos propres yeux. Donc je sais pas ce que tu verras, je sais pas quels sont tes préjugés sur la Réunion, mais bon, je pense que bon, dans ce cas, tu vas pas être déçu. Hein. Si c'est positif, tu verras que c'est positif. Ah bah, on a tellement entendu parler en tant que trailer de La Réunion avec cette ambiance très particulière qui existe pendant la diagonale. Ouais, Donc que j'y vais avec absolument aucun préjugé négatif, évidemment. ouais, 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 ouais. En fait, plutôt quand on est explorateur comme toi, plutôt que des capacités d'organisation, c'est plutôt des capacités d'adaptation, de savoir s'adapter, être un peu un caméléon et, en fonction de là où on va, de savoir rebondir en fonction des difficultés. Ah ouais, 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 je pense que la capacité principale. Alors, dans ma vie d'avant, j'étais un organisateur, un planificateur de génie. Enfin, c'était mon activité principale, ingénieur dans l'automobile. On planifie, on structure, etc. Aujourd'hui, ma capacité que je mets en avant, c'est principalement effectivement ma confiance dans la réussite de mes projets. Et puis l'adaptation à tous les pays, toutes les cultures. Alors j'ai la chance maintenant d'avoir pas mal de paramètres qui facilitent un peu mon intégration. Je parle plusieurs langues, l'espagnol, le portugais, l'anglais, le slovaque. Enfin, c'est des choses qui font que je m'adapte un peu partout comme un caméléon. Comme tu dis, effectivement, je m'adapte assez bien. Ça reste la meilleure façon de s'intégrer au final, de s'ouvrir aux locaux, de faire comme les locaux. Parce que si on veut explorer
et réussir les traversées ou des choses comme ça, il n'y a pas moyen d'y aller, il y a pas moyen d'y aller avec toutes nos façons de faire européennes. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on mange local, il faut qu'on apprenne à se nourrir avec ce que mangent les locaux, il faut qu'on apprenne à dormir comme les locaux. Il y a encore 2 semaines, je dormais dans un désert en Jordanie, abrité dans un abri de berger qui m'avait accueilli gentiment. Enfin, il faut être hyper ouvert effectivement à des solutions alternatives et surtout ne pas rester sur nos préconceptions enfin, du monde européenne, occidentale, qui dans 90% du monde, ça s'applique pas. En fait, bon, il y a plein de solutions différentes qu'on trouvera, qui seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus intéressantes que le type de façon de voyage qu'on a en Europe. Je pense à tout matériel qu'on emmène habituellement, des tentes, des machins, des trucs spécifiques. En réalité, il y a plein de réponses en chemin. La plupart du temps, on trouve des abris, on trouve des endroits pour dormir, et on trouve des gens pour nous accueillir. Le monde est étonnamment accueillant avec des gens qui arrivent sans préjugés et qui regarde le monde avec des bons yeux. Je pense une des marques de fabrique de ma façon d'explorer est ma bonne humeur. Alors souvent on me dit, mais t'as toujours le sourire, etc. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir je suis profondément heureux en fin de compte quand je pars à la rencontre des gens. Et je pense que les gens le sentent. C'est-à-dire qu'ils voient arriver un mec avec un petit sac à dos en train de courir en tongs, mais avec la patate. Et ben finalement, bah, je pense qu'on me prend avec bienveillance. Et ça permet effectivement des bonnes aventures. Donc être un caméléon, je pense que c'est effectivement une des qualités pour un bon explorateur aventurier. Euh, et la planification pour des étapes plus compliquées, oui, c'est important, mais finalement, j'avoue que, encore une fois, la plupart des réponses sont sur le chemin. C'est-à-dire que je crois que les gens n'imaginent pas à quel point mon sac est minimaliste. Je pars avec très très peu de choses. C'est-à-dire que je pars avec le minimum. J'ai dégagé de mon sac à dos tout ce qui était au cas où. La plupart des gens, ils prennent des choses au cas où. Ils prennent au cas où il pleuve, au cas où il fasse froid, au cas où je dois faire ceci. Non, non, non. Maintenant, je suis devenu, après des années de pratique, je pense que je suis arrivé un petit peu à l'optimisation suprême de ma façon de voyager. C'est que réellement, on dégage tout ce qui est au cas où. Et puis, s'il se passe des choses particulières, on s'adaptera. S'il se met à pleuvoir beaucoup, parce que c'est la mousson, bah, peut-être qu'on restera 2 jours de plus au même endroit avant de partir, ou bien on trouvera un sac poubelle pour servir de kawaii. Enfin, on fera comme les locaux, en fin de compte. On fera comme les locaux. Alors c'est vrai que ce que je dis, c'est plus facile dans les pays chauds, mais globalement, c'est un vrai état d'esprit. Je ferai un jour je ferai un jour un tutoriel sur mon sac à dos, sur avec quoi je pars, etc. Mais pour être heureux et on n'a plus besoin de grand chose. On n'a vraiment pas besoin de grand chose. Euh, on s'en rend compte quand tu pars en ultra trail, t'as déjà vu, on part avec un sac, on tient quand même des dizaines d'heures, et puis finalement on se débrouille, on dort en vrac sous la couverture de survie, on peut passer du temps avec pas grand chose et survivre à des endroits qui sont plutôt assez inhospitaliers quand même, des montagnes, des sommets à plus de 2000-3000, même sur le parcours du la diagonale des fous, et ça monte haut, ça descend bas, enfin c'est des beaux défis. Ben on tient, donc je pense que le trail est une très bonne porte d'entrée au monde de l'aventure, parce que ce sont des gens qui ont déjà, enfin, l'ultra trail, qui ont déjà appris à vivre longtemps avec peu de choses dans le sac à dos. Pour le coup, on y prend goût doucement, et puis on a du mal maintenant. Moi, j'ai beaucoup de mal à partir. J'imagine très mal partir avec une ou deux valises. C'est même plus ce que c'est qu'une valise. Si tu veux. Voilà, dans mon monde qui entre pas dans le sac à dos, bah écoute, je prends pas, tant pis. Et puis je me débrouillerai, ce qui permet de voyager. Même quand tu reviens en bagage cabine, voilà, mon sac tient dans la bagage cabine et je voyage avec ça n'importe où. Mmh. Mais tu vois, ça rejoint ce que disait Stan Turé, que j'ai reçu aussi dans le podcast, qui est un navigateur qui va faire la Transat Jacques Vabre là, Ouais, au mois de novembre, et qui part pour 22 jours sans pas grand-chose en fait, parce que dans un bateau, tu t'imagines bien que t'as pas de douche, t'as pas de... ouais, tous ces ouais, trucs-là, il faut qu'ils soient le plus léger possible, et ouais. qui disait, bah, en fait, on vit de pas grand-chose, on se rend pas compte dans notre mode de vie occidentale, que on a finalement beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas ultra nécessaires, qui sont là pour notre confort. Et on le remarque aussi souvent avec toutes ces choses que l'on a chez nous pour nous faire gagner du temps. Je pense au lave-vaisselle, au lave-linge. Et pour autant, on n'a jamais le temps. Tu vois, cette contradiction de l'être humain. On a des voitures qui nous font nous déplacer plus vite. On a toutes ces choses qui nous font gagner du temps, mais pourtant, on n'a jamais le temps. Alors que peut-être que l'idée, c'est d'en avoir moins pour avoir plus de temps pour soi. Toi, c'est ton mode de vie, du coup, maintenant, d'être plus dans cet esprit-là de minimaliste.
Ouais, ouais, alors, dès qu'on me parle du temps, là, je t'entends parler du temps, alors ça me touche l'âme parce que c'est un sujet bah, j'en parlais un petit peu au début, mais ma relation au temps est devenue extrêmement sensible et, euh, et je suis devenu convaincu que la seule chose qu'on ait réellement, c'est notre temps. Le temps est la seule possession, la seule chose dont on est réellement maître, c'est notre temps. Sauf que, bon, alors, le commun des mortels, je sais pas comment l'exprimer, mais ne le perçoit pas, se sent prisonnier et dit non, mais je peux pas faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Mais on oublie on a plein de marre. Par contre, on a le droit, on a le droit c'est notre temps, il est à nous, effectivement. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et on est les seuls responsables de notre temps, de ce qu'on en fait, des décisions profondes qu'on en fait. Toute la partie matérielle. Alors, dans ma vie antérieure, j'avais 2 voitures, 2 maisons, un chien, un chat. J'ai eu ça aussi, d'accord. J'ai été relativement heureux comme ça, mais depuis 5-6 ans, j'avoue que je n'achète quasiment plus rien de neuf. Je sais plus acheter, je sais plus acheter du neuf. Je suis devenu, alors je suis pas devenu un rebelle de la société, mais c'est vrai que j'ai découvert que le bonheur profond, surtout quand on voyage dans des pays qui sont un peu plus minimalistes, tu pars à Madagascar, tu pars en Inde, tu pars en Chine, tu pars en Asie. Enfin, c'est des pays où on s'aperçoit que les gens n'ont vraiment pas grand chose et ils ont du bonheur. Donc là, tu te dis effectivement, nous on a tout et finalement on n'est pas heureux. Alors tu parlais des modes de transport, c'est intéressant. Tu vois, ma période d'ingénieur, je veux dire, quand j'avais un trajet qui durait plus de 5 heures, forcément je prenais un avion. Je dis ah non, non, plus de 5 heures de bus ou de train, c'est hors de question, je prends un avion. D'accord. Mon temps a été compté. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je refuse de prendre des avions, je ne voyage quasiment que par voie terrestre. C'est-à-dire que des trajets de 12, 13, 15 heures, 30 heures, même jusqu'à 40 heures, j'ai fait des trajets entre le Vietnam et le Laos, etc., de 40 heures de bus, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. C'est des trajets dans lesquels finalement on vit. C'est-à-dire que l'impression de ne pas avoir le temps, quand on court après grâce à la vaisselle, etc. Effectivement, on n'a pas de temps, mais c'est pas qu'on n'a pas de temps, c'est qu'on n'est pas maître de son temps. Alors que quand tu prends 40 heures pour prendre un bus au fin fond de Madagascar ou un camion brousse, etc. Et ben au final, ça prend beaucoup de temps, mais t'as pas l'impression de le perdre. Donc tu es maître de ton temps. C'est une décision que tu as prise toi, et le trajet en lui-même devient une expérience, une aventure où tu rencontres des gens, où tu vois des paysages, où tu as un comportement complètement différent. Donc c'est vraiment le fait de se réapproprier son temps, parce qu'on l'a tous ce temps. On l'a tous ce temps, et les gens qui disent que la plupart bon, pas la plupart, on est quelques-uns quand même en France à avoir cette possibilité de faire ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire on s'enferme dans des règles qui sont des règles classiques, matérialistes. On veut tout. En fait, quand on veut avoir une maison, on veut avoir un jardin, etc. Et dès qu'on rentre là-dedans, on s'endette, on fait un prêt, et on rentre dans un système dans lequel on a du mal à sortir. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, forcément, j'ai commencé à rentrer là-dedans, je peux pas arrêter, je peux pas me libérer du temps, parce que si je me libère du temps, je vais arrêter de cotiser pour ma retraite, ou je vais avoir des problèmes avec l'unité chômage, etc. Tout ça est un système on se prend dedans. Mais il y a un moment, écoute, alors je suis pas une référence, mais au bout de 5-6 ans, j'ai passé un peu toutes ces barrières au fur et à mesure. Écoute, pour l'instant, j'en suis pas mort. Alors, je connais pas l'avenir, mais je sais qu'au présent, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'aurais fait de mon temps, personne ne pourra me le quitter, si tu veux. Ça fait quand même 5-6 ans maintenant qu'on me dit maintenant ça va durer cette histoire, etc. Ça dure encore. J'ai essayé de faire durer au maximum, et toujours avec le même état d'esprit d'aller découvrir, d'aller à la rencontre, de partager et de faire de mon mieux pour que ça dure, parce que c'est ce qui m'enrichit l'âme. Et je sens aussi qu'en partie, c'est ce qui enrichit certaines personnes qui me suivent, qui voient le monde d'une manière un peu plus positive que ce qu'ils peuvent voir par la télé, de manière par le JT, etc. Tu vois, voilà un petit peu sur le temps. Mais faut pas me parler du temps. Si tu me parles du temps, je m'emballe. Hein. Le temps est quelque chose qui. Mais ça tombe bien parce qu'on a le temps. Voilà, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Tu vois, je suis très content d'échanger avec toi parce que je te connaissais pas, et puis j'avais vu tes podcasts, etc. Et voilà, et tu me demandes pourquoi je fais du temps aujourd'hui. Plus que pour partager c'est aussi pour partager un moment avec toi, parce que je suis très content réellement, de te rencontrer virtuellement, avant qu'on se rencontre physiquement, un de ces quatre sur un sentier. Par contre, on risque de pas se croiser sur un sentier. Il faudra que tu sois plus lent que moi, parce que ton GR20 en 3 jours, je sais que t'es un mec qui court maintenant. Hein, tu cours pour de vrai. Donc, il Oui, faudra être alors patient. ne te laisse pas impressionner par ça parce que moi je suis un coureur du ventre mou, hein. C'est vraiment. Ouais. Non, non, vraiment, je pense qu'on doit avoir à peu près le même niveau. Mais après, j'ai un ami qui court très très bien, qui était avec moi et qui m'a dit que
La performance qu'on avait fait sur ce GR20 en 3 jours ne correspondait absolument pas du tout au classement que j'ai l'habitude de faire et qui se demandait bien qu'est-ce qui avait pu m'arriver durant ce GR20. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Comment t'as fait ça? Et bah, je pense que c'est le brochu ou le saucisson corse qui a eu Ouais, ouais. Ou la Petra, la bière. voilà. Non, non, il s'est passé quelque chose là-bas en Corse, à confirmer, sur le prochain trail que je ferai, mais C'était quand la Corse? C'est quand que t'as fait ça? et bah, c'était il y a 3 semaines, et demie, ouais, maintenant, ouais, déjà. C'était de Parce que trois mi-septembre. jours, 3 jours, je te le redis. Enfin, ouais, 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 t'as dû trottiner et trottiner sur ce GR20, c'est pas évident, hein. C'est pas très Ouais, roulant quand même. c'est usant, usant de cailloux, bah, bref, ouais, mais c'est magnifique quand même. On Vous l'aime dormiez bien ce genre. en refuge? Dormiez en refuge, vous avez pris un petit sac à dos et sac à viande ou sac de couchage? Exactement. Alors le premier soir, on devait dormir dans un refuge et malheureusement, on a dû, arrêter un petit peu, parce que on avait un ami qui était pas en forme et on avait ma famille qui nous suivait sur le GR, Mhm. pour partager, avec nous, en fait, ce moment et puis au final, on s'est arrêté avec eux. Donc on a dormi en vrac, dans un camping-car. Ouais. Quelque chose qui était pas du tout prévu. Et ensuite, on a dormi dans un refuge où ils avaient eu des puces de lit et où ils ont dû remplacer les matelas, bien confortables en matelas de camping. Mhm. Et donc on a dormi là-dessus sur des lits à barreaux là, donc autant te dire on sentait tous les barreaux. Heu, donc c'était assez sport au niveau sommeil, ouais. Ouais, ouais, 3 jours comme ça, deux nuits comme ça. Ouais et Écoute, puis, bravo. la nuit d'avant, la première forcément qui est pas hyper bonne quand tu sais que tu vas partir et puis quand tu pars très tôt. Ouais. Donc ça fait 3 nuits, où ouais, tu très peu de sommeil, ouais. Mmh. Mais bon, Bon, il faudra le refaire plus calmement, mais franchement, c'est une super perf. Non, 3 jours, moi je sais même pas, ouais, c'est extraterrestre. Et concrètement, vous avez dormi combien de temps? Vous arrivez à moins de 9-10 10 heures? heures, moins de 10 heures, ouais. Ouais, 10 heures, ouais, moins de 10 heures Ouais, de j'aurais dit sommeil. 9 heures, ça fait 3 heures par nuit à peu près, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un ultra. Vous avez fait un ultra. Vous avez fait un ultra. Ah, bravo. Exactement. Bravo, bravo, bravo. Ouais, superbe. Alors Alain, s'il y avait, un endroit pour commencer, l'exploration et l'aventure que tu recommanderais à tous ceux qui veulent se lancer, tu leur conseillerais d'aller où? Alors, sans aucun doute, en termes de facilité d'accès, de sécurité et de coût, je conseille toujours l'Asie du Sud-Est. D'accord? C'est toujours. La plupart des gens ne connaissent pas l'Asie. On se fait on est rempli de préjugés. Et je conseille réellement, si vous avez 2-3 mois, prenez un vol sec pour Kuala Lumpur, pour Bangkok, donc là, je sais, c'est la Malaisie, la Thaïlande, peu importe, un de ces pays, Vietnam, Laos. Partez sur un de ces pays. Et depuis ce pays-là, vous pourrez rapidement passer d'un pays à l'autre par voie terrestre. Il n'y a aucune difficulté de passer d'un pays à l'autre. Enfin, bon, attention, hein, je vais parler au passé, parce qu'avec le Covid, c'est plus compliqué. Le jour où les frontières asiatiques vont ouvrir, voilà, l'Asie du Sud-Est est clairement la priorité numéro un pour tout aventurier qui veut découvrir le monde avec très très peu de dépenses. On dépense moins de 3 ou 4 euros par jour avec petit-déj, en dormant chez l'habitant, en dormant au fin fond des rizières. Ça coûte rien. Les déplacements en bus ne coûtent absolument rien. Il y a une sécurité qui est complète. C'est-à-dire que donc c'est vraiment voilà, et c'est vraiment des pays simples, d'accord. Donc c'est la partie Asie du Sud-Est, donc ça englobe. Ça peut commencer par l'Indonésie, mais c'est plus touristique. Moi, je vous conseille vraiment la partie Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, et puis si vous avez le temps, la Birmanie qui est une autre merveille à découvrir. Voilà. Donc l'Asie du Sud-Est pour moi est vraiment le bon début, c'est celui-là. Après, le bon début de l'aventure en réalité, c'est là où vous en avez envie d'aller. C'est juste que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez un peu de temps, voilà, c'est le plus safe, le plus facile, et vous verrez que ce sera plein de surprises, parce que chacun de ces petits pays que j'ai cités là sont tous différents, et on passe d'un pays à l'autre en général en bus de nuit, voilà, vous franchissez les frontières avec une facilité déconcertante. Donc c'est vraiment une zone d'exploration qui est un très très bon début à tout aventurier, débutez par là. Voilà mon Mmh. conseil. D'accord. Bah, écoute, ouais, c'est un endroit du monde qui est fascinant, je trouve. Ouais. J'ai déjà eu l'occasion d'aller en Thaïlande et c'est très, très beau
Et les T'as fait gens quoi sont en Thaïlande? T'as fait quelle ouais. partie? Non, je suis parti. Ça va te. C'est pas du tout dans le même état d'esprit, mais T'as fait une île, avoue, t'as fait une île et un truc all inclusive. D'accord, d'accord, j'ai fait Phuket. C'était un voyage organisé avec la caserne de pompiers dans laquelle j'étais avant. d'accord. Et j'ai fait Phuket et je me suis autorisé quand même le luxe d'aller faire une île à Koh Phi Phi une nuit Ah, en ah. dehors de l'hôtel. Ouais, ouais, On a réussi à motiver quelques personnes du voyage et puis j'ai dit on quitte d'accord. cet hôtel là et puis on va se dormir une nuit sur l'île. Ouais. Et je crois que c'est peut-être le seul moment dont je me souviens de tout le voyage. C'était merveilleux. Ouais, ouais, écoute, Donc, ouais. écoute, c'est magique. Alors, tu vois, la Thaïlande, tu vois, on parle souvent de ces îles-là, la Koh Phi Phi, machin, etc. Il y a Koh Lipe, qui est une île qui est à la frontière avec la Malaisie, qui est à l'extrême sud de la Thaïlande, qui est magnifique. Mais en fin de compte, il n'y a pas que ces îles-là qui sont sur le sud de la Thaïlande. Il y a le nord de la Thaïlande qui est exceptionnel. Tu as Chiang Mai, Chiang Pai, Chiang Rai, qui sont des villes de montagne. En fin de compte, on l'oublie, mais on peut faire du trail en Thaïlande. Il y a plein de sentiers superbes et de montagnes impressionnantes au niveau des montagnes qui sont au nord de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie, hein. Il y a des vraies découvertes à faire. Donc tu vois, c'est effectivement, c'est souvent une bonne surprise. Les gens se limitent souvent à ce genre de, quand tu pars en touriste, tu fais ces îles-là. Il faut les faire. C'est surprenant, c'est magnifique, machin, etc. Koh Phi Phi, c'est pareil, c'est un paradis sur terre à voir une fois dans sa vie. Mais il n'y a pas que ça. En Thaïlande, tu vois, il y a le nord, les montagnes qui sont exceptionnelles, exceptionnelles. Donc, Mm. ouais, ouais, c'est l'Asie du Sud-Est, tu vois, ça laisse des traces. Bien sûr. Et toi, comment est-ce que tu fais après avoir vu tous ces pays, traversé tous ces pays, comment est-ce que tu fais pour te dire, bah, maintenant, tiens, je vais aller là? Est-ce que t'as une espèce de checklist ou c'est à l'envie ou comment tu Alors fais? c'est à l'envie, à l'opportunité. En réalité, alors j'ai pas de checklist et je cours pas après le nombre de pays. En réalité, le nombre de pays, c'est un indicateur que je donne parce que ça donne un peu une idée de ce que j'ai pu faire. Mais ceux qui me suivent savent que c'est vraiment qu'un indicateur parce que ce qui fait la différence, c'est surtout la façon de les faire, le fait que tu vois, si tu demandes ce que j'ai fait en France, en Espagne et au Brésil. Le Brésil, c'est un seul pays, mais alors j'y ai passé des mois et des mois d'exploration complète dans tous les sens. C'est un état continent, quoi. Et donc j'ai pas de checklist, j'ai pas de checklist. Par contre, je saisis une opportunité. Là, concrètement, l'opportunité tu me demandes pourquoi je suis parti en Égypte, parce que j'ai trouvé un vol pour le Caire à moins de 300 euros. C'était un Biarritz Le Caire à moins de 300 euros. Donc voilà, c'était le critère de base. Et je suis parti sur un coup de tête. Et de là, je sais qu'en fin de compte, la bonne décision est toujours de partir. C'est-à-dire que en ce moment avec le Covid, c'est compliqué de choisir, d'anticiper, etc. Sincèrement, l'aventurier qui réussit à anticiper une aventure en ce moment, il est bien courageux. Les frontières s'ouvrent, se ferment, les critères sont variables. Donc c'est vraiment, alors, je pars sur un coup de tête et au final, c'est ma façon de faire qui fait je sais que je vais trouver les 2-3 premiers jours de mon expédition, je suis un peu perdu. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es parti? Mais quelle idée, encore une fois. Et puis au bout de 2 jours, je découvre des choses, je rencontre des gens, et puis je commence à prendre une direction qui fait que je me dis, mais oui, et oui, c'était encore la bonne décision. Donc non, non, il y a pas de structuration. Alors j'ai quelque chose en tête. Tu me demandes ce que je vais faire dans les prochains mois. Je vais sûrement repartir au Népal, mais tu vois, c'est parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Le Népal, j'ai déjà fait 2 fois, mais il y a une chose que j'ai pas encore faite, c'est le tour de l'Annapurna. D'accord? C'est un trek d'une quinzaine de jours que je vais faire à ma façon. Donc je vais sûrement le faire en mode rando trail avec mes tongs, essayer de le faire en 6 ou 7 jours peut-être. Donc faire le tour de l'Annapurna, donc c'est 190 km. Voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, parce que quand j'ai un truc qui m'attire fortement, je cherche le financement, je cherche des idées pour le faire, et puis je sais que ça va finir par décanter. Donc je prendrai sûrement le vol au dernier moment, 2 jours avant maximum, et je partirai encore une fois sur un coup de tête, mais je l'ai quand même en tête. C'est quand même des choses que j'ai en tête. Je sais que j'ai en tête en ce moment, j'ai le Népal qui m'attire encore et toujours. J'ai un bout de Mexique qui m'attire encore et toujours. Et puis j'ai l'Afrique noire que je connais assez peu, que j'ai envie d'explorer, qui m'attire aussi dans les prochains mois. À voir comment ça s'engage avec le Covid, quoi. Hmm. Alors justement, tu parlais de recherche du financement. Ouais. Comment tu finances tout ça? Alors pour l'instant, sincèrement, je finance tout ça principalement grâce à l'aide ponctuelle de quelques sponsors, mais je suis toujours ouvert à tout type de sponsoring. Là, je suis en train d'essayer de négocier avec Havaianas, avec des J'allais backlogs. te le couper. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis assez open. J'ai pas de règles, mais je cherche clairement à financer mes activités qui sont pas extrêmement coûteuses, parce que ce que j'ai principalement, c'est du temps.
Pour l'instant, je fais durer. Je suis un homme surendetté avec des problèmes de dette à la banque, etc. J'ai tout vendu. J'ai plus de maison, j'ai plus de voiture. Mais en tout cas, je continue à tout faire pour prolonger mon temps de liberté dans ce monde. Donc, j'ai pas toutes les réponses sur comment faire financièrement pour faire durer très longuement. En tout cas, j'en ai trouvé au fur et à mesure, hein, principalement en diminuant mes coûts de vie et en vendant le peu de biens matériels que j'avais, en n'achetant plus rien quasiment de matériel, et puis en cherchant ponctuellement des accords, des sponsors, etc. Ce que je continue à chercher. Donc, si vous êtes une marque intéressée pour appuyer mes différentes expéditions dans les prochains mois à venir, n'hésitez pas à me contacter, hein, je suis preneur de tout partenariat. Voilà. Et ben voilà, le message est lancé. Et je serais ravi si une marque te contactait suite à ce Ça serait podcast. génial, ça serait génial, ça serait Ouais, génial. vraiment. Alors, Alain, on arrive gentiment à presque 1 heure d'échange déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter et dont on n'aurait pas parlé encore? Alors écoute, non, j'espère avoir contribué à ouvrir un peu le monde des possibles pour certains d'entre vous. Vous dire que on regrette jamais les décisions qu'on prend et qu'on ne subit pas, c'est quelque chose qu'on ne regrette pas. Je vais en profiter pour retoucher un tout petit mot rapide sur une association qui me tient à cœur, parce que quand je suis ici à Bidart, là, depuis quelques mois, j'ai découvert une association qui s'appelle Egoac Mendian, qui est une association qui met en relation des personnes en situation de handicap avec des trailers. Donc c'est une association plus classiquement appelée Joëlette. Donc Joëlette, c'est un petit chariot qui spécifique pour la montagne, qui permet d'emmener des personnes handicapées découvrir un monde que nous on connaît bien, qui sont nos montagnes, nos sommets, nos levées de soleil, etc. Et cette association, écoutez, elle est basée au Pays Basque et n'hésitez pas à la soutenir. J'enverrai le lien vers le site à François, mais c'est un vrai bonheur. Je pense que dans le monde du trail, on est souvent centré sur soi-même et on oublie on a accès à des endroits qui sont magiques. Nos montagnes, partout où on va, sont exceptionnelles. Et il y a beaucoup de gens qui, à côté de ça, sont en situation de handicap et n'auront jamais, mais jamais accès à ce type de montagne s'il n'y a pas des gens comme nous, qui sont en bonne santé, qui les y emmenent. Et je pense que ce genre d'association, il y en a pas mal en France, hein, ça se développe pas mal. N'hésitez pas à rentrer là-dedans. C'est émouvant. Ça a été le peu que j'ai participé avec eux, j'ai eu des moments d'émotion profonde en voyant les yeux des personnes handicapées et en voyant les yeux des trailers aussi qui ont accompagné ces personnes dans des endroits pas si compliqués que ça. Hein. Ici, dans les Pyrénées, c'est monter la Rune, c'est se promener dans les Pyrénées sur des sommets assez bas, mais on voit dans leurs yeux voilà, on les emmène dans des endroits ils n'auront jamais accès sans nous. Donc voilà, c'est le genre d'association que j'ai découvert cette année et je pense qu'il y a de l'avenir et que je souhaite réellement promouvoir au fur et à mesure de mes voyages et mes expéditions. Voilà. Ouais, c'est vraiment, je trouve, un gap en fait. Il y a un avant, un après quand tu ne participes plus à ces événements uniquement pour toi, mais qu'il y a une dimension humaine qui s'ajoute à tout ça. Ouais. Ça accentue, je trouve, l'émotion que tu peux ressentir à l'arrivée. Et ouais, les Joëlettes, c'est vraiment un super moyen pour faire découvrir la nature. Parce qu'une personne que j'ai reçue qui s'appelle Catherine Poletti, organisatrice de l'UTMB, et qui a quand même dit aux trailers qui râlent souvent concernant cette course, elle a quand même dit un truc qui, moi, m'a marqué, c'est n'oubliez pas que vous avez la chance d'avoir le choix de la faire ou pas. Et ça, c'est vraiment à ne pas oublier. On a vraiment cette chance. C'est une chance, une vraie chance, et qu'il faut conserver en tête qu'on a de pouvoir se déplacer dans les montagnes sur des distances pareilles, ou même pas sur des distances. En fait, on a juste la chance de pouvoir se déplacer et de pouvoir permettre à d'autres de le vivre. C'est super, en fait. Bravo. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Elle a raison. T'as été pompier toi aussi? T'étais pompier en Bretagne à une époque? Alors, j'étais pompier de Paris de 2007 à 2012. D'accord, Et maintenant, je suis toujours pompier volontaire depuis. d'accord. Voilà. Parce que souvent, ces associations de Joëlette ont souvent des liens aussi avec des pompiers. Exactement, ouais. C'est vrai qu'il y en a, il y en a pas mal qui se lancent Ouais, ouais. là-dedans, ouais. Ouais, je pense Exactement. que c'est assez cohérent, ouais. Mm. Bah, écoute, merci beaucoup Alain pour cet échange qui était vraiment très, très inspirant, très riche. J'ai passé un très très bon moment. Merci à toi, François. J'ai passé un très bon moment aussi. Écoute, on se recroisera sur les sentiers bretons, des Pyrénées, des Alpes ou de la Corse, avec grand plaisir. Eh ben, Régale-toi à ce la sera, Réunion. Régale-toi pour moi à la Réunion.
Eh ben, ce sera un plaisir partagé. À bientôt. À bientôt François, merci. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.